J'assume l'entière responsabilité de mes actes et de tout ce que j'ai fait dans ma vie. On pense toujours que le monde est injuste, mais qui a dit le contraire? Qui a dit que la vie était juste? On doit l'accepter, c'est comme ça. Je n'ai aucune raison de ressentir de l'amertume. C'est la vie. Je m'appelle James Robertson et j'ai 54 ans. Ça fait 37 ans que je suis en prison. J'ai été incarcéré à la fin des années 80 et depuis, je ne suis jamais sorti de prison. J'en ai pris pour un paquet d'années. Je ne sais même plus combien. Environ 100 ans, je crois. Maintenant, je me dis, et puis merde, je suis dans le couloir de la mort. En m'approchant, j'ai tiré une fois et ensuite un deuxième coup. Elle a pris une balle dans la joue qui a transpercé sa mâchoire. Je l'ai poussé derrière le bureau et je lui ai donné environ 25 coups de couteau. J'arrivais pas à y croire. Je me suis dit, non, c'est pas possible, j'ai pas tué quelqu'un. Je ne culpabilise pas pour ce que j'ai fait. J'ai commencé à poignarder le type qui était sur le canapé. J'ai eu une enfance normale. J'ai passé mes premières années de ma vie jusqu'à l'âge de 12 ans à l'est d'Orlando. C'était un peu comme la campagne, même si c'était tout près de la ville. Pour moi, on faisait partie de la classe moyenne. J'ai vécu dans des quartiers de blancs, mais aussi dans des quartiers mixtes. J'allais dans des écoles de blancs, mais aussi dans des écoles où il y avait 90% de noirs. J'ai tout connu, en fait. Mais je ne suis pas beaucoup allé à l'école. Quand j'étais au lycée, je séchais toujours les cours. À l'époque, j'adorais traîner dans la rue, on faisait la fête avec les potes, on se défonçait à la drogue. J'ai fumé beaucoup de joints. Mais j'ai aussi pris des acides et du PCP. J'ai pris toutes sortes de drogues, des barbituriques, du Valium, de la cocaïne. La première fois que je suis allé en prison, j'avais 12 ans, je crois. À l'époque, je volais des trucs de gamins, comme des vélos, des trucs de ce genre. À 16 ans, je traînais dans la rue et je repérais des maisons que je pourrais cambrioler. Il me fallait de l'argent pour payer ma drogue. Je me faisais un peu d'argent comme ça. J'étais déjà rentré par infraction pour voler la chénifie, tu vois, pour me payer de la drogue.
Et puis j'y suis retourné pour piquer les enceintes. Et là, je me suis fait arrêter. J'ai commencé à me battre avec les flics. J'ai essayé de prendre le couteau que j'avais planqué dans ma chaussure pour les poignarder et m'enfuir. Mais je n'ai pas pu. Ils étaient deux sur moi. Voilà pourquoi on m'a mis en prison. Au début, je devais faire 10 ans. Et puis, il y a un truc qui s'est passé, j'étais à la prison de Cross City, il y a eu un type qui s'est fait tuer. Je n'y suis pour rien, moi. Ce sont d'autres types qui l'ont tué. Mais j'ai pris 15 ans pour ça. Une fois, j'ai essayé de m'échapper. En sortant du tribunal, j'ai frappé un gardien et j'ai tenté de lui piquer son arme. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu violent. J'ai vu ma peine s'alourdir car j'ai souvent poignardé des types ou fait ce genre de trucs. Je provoquais toujours des situations de conflit, de bagarre. Il fallait toujours que je me batte. J'ai fait plein de conneries. À chaque fois, ils en faisaient des montagnes. Je passais pour le méchant qui provoquait toujours des émeutes. Mais ils espèrent quoi? Tu vois? C'est toujours ce qu'il se passe en prison. On est en prison ici. Il y a des types très mauvais ici. Alors c'est normal qu'on ait des problèmes avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour eux, c'est moi le fouteur de merde. C'est moi qui suis le méchant. On m'a placé en sécurité maximale, là où on est enfermé dans une cellule toute la journée. Ils m'ont tout pris, ma télé et tout ce qui m'appartenait. C'était vraiment une torture. Je me suis trouvé enfermé dans une cellule toute la journée, à ne pouvoir sortir que quelques heures par semaine, 2 heures environ. J'étais comme un lion en cage. On perd carrément la tête là-dedans. On ne voit même plus le soleil. Vous imaginez ? Je vivais chaque jour comme une humiliation. Les gardiens m'humiliaient. Ils me traitaient comme de la merde. Comme si j'étais un cafard, un truc du genre, tu vois. C'est dingue, car en plus, ces salopards, ils prenaient du plaisir. Et chaque fois que j'étais convoqué, on me rappelait ce que j'avais fait dans les années 80 ou 90. Vous avez un passé chargé. Et je répondais, mais c'est quoi le rapport? Et ils répondaient, c'est dans votre dossier. C'est pour ça qu'on appelle ça un dossier. C'est pour ça qu'on m'a mis dans une cellule sous haute protection. Mais ils ne font pas ça à tous les détenus. Il y en a qui ont le droit de sortir dans la cour, vous comprenez? Et ça, c'est pas normal.
Vous imaginez rester assis dans une cellule toute la journée? C'est inhumain, ça rend dingue. Je me suis retrouvé dans une cellule toute la journée, privé de tous mes droits pendant des années. Et en même temps, je voyais d'autres types qui avaient le droit de sortir. Je voyais bien qu'ils cherchaient tous les prétextes possibles pour me garder sous haute surveillance. Le moindre prétexte. Et puis j'ai pété un plomb. Je me suis dit, je vais finir par tuer quelqu'un. C'était un acte prémédité. Je voulais aller dans le couloir de la mort. Tout était prémédité, du début à la fin. J'ai attendu que le gardien finisse sa ronde. Je savais que j'avais 25 minutes pour pouvoir passer à l'acte. Je lui ai donné un coup par derrière pendant qu'il dormait. J'ai pris une paire de chaussettes et je lui ai dit « Tu préfères que je te ligote ou que je te tue ?» Et il m'a répondu « Ni l'un ni l'autre ». Et là, on a commencé à se battre. Et puis j'ai réussi à prendre le dessus et je l'ai étranglé. Ça n'a pas duré plus de 6 minutes, pas plus de 4 minutes, je crois bien. Je ne regrette pas. Vous trouvez ça grave, vous? Maintenant, je me dis, et puis merde, je suis dans le couloir de la mort. Au diable, cette cellule. Putain, ras-le-bol de vivre cette humiliation tous les jours. Vous devez vous dire, ce mec est complètement dingue, non? J'ai rencontré James il y a quelques années, en faisant des rondes dans les unités d'isolement. Ce qui m'a frappé chez lui, c'est la colère dans ses yeux. Vous voyez bien qu'il était une cocotte minute, prête à exploser d'un moment à l'autre. Il ne parlait à personne, ni aux autres détenus, ni aux gardiens, à personne. C'est son silence qui m'a mis la puce à l'oreille. Et son regard aussi. En fait, on avait l'impression qu'il lisait à travers vos pensées.
Je m'appelle Anne Otwell et je travaille à l'établissement pénitentiaire de Charlotte depuis 1992. Je suis infirmière et à l'époque, je travaillais à l'infirmerie et je m'occupais des détenus placés en isolement ou ceux qui avaient des comportements à risque. Les détenus qui sont en isolement ont beaucoup de frustration et de colère en eux. Certains font des tentatives de suicide. C'est l'isolement qui les incite à faire ça. Ils ne peuvent pas passer de coups de fil. Ils n'ont aucune visite. Ils sont privés de toute liberté. Au bout d'un moment, ils deviennent fous et ils passent toute la journée à dormir. Mais la nuit, ils sont éveillés et ils se battent tous entre eux. On les entend toute la nuit. Dans toutes les cellules, c'est pareil. C'est évident que l'isolement n'arrange vraiment rien pour eux. Dès qu'il est entré dans la prison, James n'a pas accepté le règlement ici. Il n'a pas supporté le règlement qui était appliqué en isolement. Mais il voulait aller dans le couloir de la mort. Mais le règlement en isolement est très simple. Il aurait pu le supporter. Dans le couloir de la mort, les règles sont très différentes. C'est comme si on quittait les bidonvilles pour arriver à Beverly Hills. Et les détenus ont une télé. Ils ont même une couette s'ils le demandent. La nourriture est meilleure. Ils ont une infirmière attitrée. Ils ont de l'espace pour se dépenser. Et c'est très calme. Dans le couloir de la mort, on entend une mouche voler. Et ce qui est le plus surprenant, c'est de voir qu'ils arrivent à sympathiser les uns avec les autres. Le couloir de la mort, c'est en quelque sorte un havre de paix pour eux. Et en plus, ils savent qu'ils ne vont pas être exécutés immédiatement. Ils savent qu'ils peuvent même y rester pendant 25 ans. Ils savent qu'ils vont y rester, qu'ils ne risquent pas d'aller ailleurs. Ils s'y sentent chez eux. C'est comme ça que la plupart d'entre eux le vivent. Ça leur plaît d'être dans le couloir de la mort. Il y en a qui pensent que James a tué Frank Hart juste pour vivre dans de meilleures conditions. Selon moi, un détenu tel que James est une personne très narcissique. Et je pense qu'il a tout fait pour aller dans le couloir de la mort et pour prouver qu'il pouvait le faire. Pour lui, c'était comme une promotion. Je pense qu'il est fier d'avoir réussi à aller dans le couloir de la mort. Et que ce soit pour avoir une télé ou mieux manger, il l'a fait à cause de son côté narcissique. Il voulait prouver qu'il pouvait faire quelque chose de marquant. Je m'appelle Robert Lynch. J'ai passé 4 ans tout seul dans une cellule d'isolement. Alors, je suis bien placé pour en parler.
J'ai séjourné dans plusieurs prisons avec James Robertson, surnommé Chickenhead. On s'est retrouvés à la fin des années 80 dans la prison de Sumter. Je le connais très bien. Pour lui, je ne suis pas un ami. Je pense que c'est vraiment une ordure, ce type. Je ne le fréquente pas. C'est loin d'être un pote. Et je ne vois vraiment pas pourquoi il dirait qu'on est amis. Non, je ne suis pas un ami pour lui. Et lui non plus pour moi. J'ai merdé et je me trouve en prison. Et c'est normal. C'est pas pour ça que je vais m'en prendre à quelqu'un sans défense. Lui, il est différent. S'il pense qu'il peut tirer quelque chose de vous, il n'hésitera pas une seconde. Sinon, il ne le fera pas. Ça ne l'intéresse pas. Pour moi, ce type n'est rien d'autre qu'un lâche. Et il a un seul problème. Il est violent. Il n'hésite pas à sortir son couteau. Il est capable de frapper n'importe qui avec. Ce n'est pas forcément pour tuer, mais il est toujours prêt à sortir son couteau sans réfléchir pour le moindre problème. Je pense que le problème de James est bien plus grave. Ce n'est pas la prison qui l'a rendu comme ça, mais la prison ne l'a pas arrangé. Si on veut sortir de l'isolement, on doit juste respecter le règlement, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est tout ce qu'on doit faire. Quand on est en isolement, on doit faire ce qu'on nous demande. C'est tout. Et au bout d'un moment, on retourne avec les autres détenus. Quand il dit que c'est à cause de ce qu'il a fait dans les années 80-90 qu'on l'a mis en isolement, c'est n'importe quoi, c'est juste un prétexte qu'il trouve. Et ça ne me surprend pas de lui. En fait, quand on sort de l'isolement, soit on va mieux, soit c'est encore pire. Tout dépend de son état d'esprit. On a le choix. On peut choisir de rester ici pour toujours si on veut. Il suffit de prendre un couteau et de semer la pagaille, et poignarder et tuer quelqu'un, et là, on ne sort jamais d'ici. Chickenhead ne changera jamais. Ce type est dangereux. Il est dangereux pour tout le monde, les gardiens et les autres détenus, et même pour lui-même. Il ne changera jamais. S'il veut se suicider, il n'a plus qu'à se laisser tomber de sa couchette du haut dans sa cellule. S'il en a marre de vivre, il n'a plus qu'à sauter et s'écraser au sol. C'est facile, il peut aussi se faire une entaille avec son rasoir, et c'est terminé. C'est ce que les gens font pour se suicider. Mais lui, il veut rester en vie. La première fois que j'ai vu James, il m'a dit qu'il voulait être condamné à mort. Mais je me suis demandé si on pouvait le faire condamner. Je n'ai jamais vu un type demander ça auparavant. Je m'appelle Marc Gessisto, je suis l'avocat de James Robertson, ici présent à ma gauche. C'est lui qui est inculpé dans cette affaire. Il s'agit de l'affaire numéro 09812F. Je continue d'instruire cette affaire auprès de l'avocat Marc C. au sujet des accusations qui pèsent contre lui, c'est-à-dire meurtre au premier degré, ce qui implique la peine de mort.
J'ai été le 5e avocat de M. Robertson. Il en avait eu 4 auparavant. Son dernier avocat a laissé tomber, car il était réticent vis-à-vis de la peine de mort. Tous ces avocats à qui j'ai parlé ont affirmé que ce type était équilibré. Ils n'ont jamais eu de problème pour communiquer avec lui. Il n'a jamais été violent avec eux. Selon eux, ce qu'ils voulaient, c'est la peine de mort. Ils ne les écoutaient pas. C'est tout simplement ce qu'ils voulaient. Mon premier entretien avec M. Robertson ne dura qu'une vingtaine de secondes. C'était au tribunal. Je me suis présenté, je lui ai dit que j'allais le représenter et je lui ai demandé si c'était vrai qu'il voulait être condamné à mort. Il a dit oui, alors je lui ai dit que j'allais revenir le voir prochainement. L'entretien fut très bref. Je ne savais pas trop comment lui parler la première fois que je l'ai rencontré. Mais il avait l'air content que je m'occupe de cette affaire. Je savais que M. Robertson avait passé pas mal de temps en isolement. Les détenus dont je m'étais occupé n'étaient jamais restés aussi longtemps en isolement. Le maximum, c'était 8 ou 9 mois. C'était le premier détenu que je rencontrais qui avait passé quasiment toute sa vie en isolement. J'imagine que ça doit rendre complètement fou. L'état psychique doit en prendre un sacré coup. Je pense que l'isolement n'a jamais aidé qui que ce soit. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi mon client désirait la peine de mort et si je pensais qu'il était déséquilibré ou non. Avant que je m'occupe de cette affaire, son précédent avocat plaidait en faveur de son état de démence. Dans notre jargon, on reconnaît qu'une personne est démente quand elle ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Dans l'État de Floride, le détenu doit être examiné par 2 docteurs avant de prononcer le diagnostic. Et les psychiatres et psychologues ont reconnu que M. Robertson était dans un état normal au moment du crime, et les juges ont tenu compte de leurs conclusions. Qui sont ses parents? Où a-t-il été à l'école? Quand a-t-il quitté l'école? Il était alcoolique, drogué et était suivi par un psychologue. Voilà en quoi consiste l'enquête. On écoute la version qu'on veut entendre. Alors j'ai parlé à James, j'ai été sincère avec lui, je ne lui ai rien caché sur moi. Je lui ai dit pourquoi j'étais allé lui parler. Je l'ai senti coopératif. Il a joué le jeu. Je ne l'ai pas du tout senti mal à l'aise avec moi. On a parlé pendant 1h30. James Robertson a de la violence en lui. Il a eu une éducation violente. Il a reconnu que ses parents le frappaient. Des parents divorcés, remariés, divorcés à nouveau. L'alcool, c'est ça l'environnement dans lequel il a vécu. Alors, bien sûr, le jugement tient compte de ses antécédents judiciaires. Il a un lourd casier judiciaire. Il y a un cheminement de la violence chez lui qui se met en place petit à petit. À 12 ans, il commence à voler dans les magasins, ce qui ne donne pas matière à s'inquiéter. Mais ensuite, il fait des cambriolages.
Après, on l'envoie dans une école non mixte et il est ingérable. Il sèche les cours, il se bat, il est ingérable. Et puis, c'est l'escalade. Jusqu'au jour où il s'en est pris à un juge dans le comté d'Orange, en Floride. Et il a été condamné à 10 ans de prison. Et quand il a été jugé, il allait avoir 17 ans, juste 15 jours après. Le tribunal aurait peut-être rendu un autre jugement s'il avait été majeur, car il a été envoyé devant un tribunal pour mineurs. Le tribunal pour adultes est différent. On ne parle pas de réadaptation, mais de peine de prison. Mais il a aggravé son cas. Il ne s'est jamais plié au règlement. Il a encore commis toute une série de délits en prison. Il a eu 79 rapports de discipline. Et son cas s'est aggravé car il avait réussi à se procurer une arme. Attaque, tentative d'attaque, émeute. Il faisait tout pour semer la pagaille et que tout dégénère. Il n'y a rien de pire que d'être en isolement. Il est enfermé dans des conditions atroces et pourtant rien ne l'arrête. Ça nourrit la flamme qui brûle en lui. Il est encore plus motivé. Je crois vraiment que l'isolement ne sert à rien pour les détenus. Ils en sortent dans un pire état, ils sont encore plus agressifs et dangereux. C'est ce qui s'est passé pour James Robertson, car toutes les années qu'il a passées en isolement l'ont rendu encore plus violent. Il est devenu encore plus agressif et cruel. Et je pense qu'il s'est servi de son codétenu, Hart, pour assouvir sa violence en 2008. Et ensuite, l'enquête a rendu son verdict. Après avoir rassemblé toutes les informations, après avoir tout analysé, s'il est jugé coupable, il sera condamné à la peine de mort. Je n'ai pas apporté mon témoignage pour lui faire plaisir. Je ne veux pas lui faire plaisir. Il a commis un acte cruel. Les circonstances aggravantes l'ont emporté sur le reste et il a été condamné à la peine de mort. Dès le début, je me demande à M. Robertson, pourquoi voulez-vous la peine de mort? Quelle est votre motivation? Il m'a répondu, je vieillis, et quand je vois le détenu dans la cellule d'en face, il devient aveugle. Il a 65 ans, il est de plus en plus maltraité, il s'embrouille avec tout le monde, les gardiens, les autres détenus, tout le monde. Je refuse de vivre et de vieillir comme lui. Avant, c'est moi qui étais violent, mais maintenant, ici, c'est moi qui subis la violence, et ça, je ne peux pas le supporter. Voilà pourquoi il veut la peine de mort. Il ne veut pas finir ses jours ici comme une proie. Robertson mérite-t-il de la compassion? Oui, je pense que oui. Bien sûr qu'il est coupable de crime et qu'il a été envoyé en prison pour ça. Mais avant d'être incarcéré, c'était un gamin de 17 ans, complètement livré à lui-même. Selon moi, ses parents étaient drogués et alcooliques. Et du coup, il n'avait aucun repère.
Et quand on met tout ça bout à bout, et qu'on y rajoute toutes ces années où il a été placé en isolement, alors oui, je pense qu'il mérite de la compassion. Pour moi, ce n'est pas une personne démoniaque qui doit être exécutée. Mais c'est son choix. Ce n'est pas quelqu'un qui n'éprouve aucun sentiment de rédemption. J'irai assister à son exécution. C'est quelque chose que je veux faire depuis le tout début. Je pense que je serai le seul visage amical qu'il verra ce jour-là. Je ne veux pas qu'il soit exécuté en pensant qu'il n'y a personne de ce côté ce jour-là. Et c'est pourquoi je serai là, dans la même pièce, et que je resterai à ses côtés jusqu'au bout. Je m'appelle Darrell Mojor, j'habite à Greenville, dans le Tennessee. Je suis marié et père de 3 enfants. James Robertson est mon cousin. En fait, sa mère est la sœur de ma mère. J'ai quitté la Floride pour m'installer au Tennessee en 2006. Je n'avais jamais vu la neige avant de vivre ici. Les parents de James, pour une raison que j'ignore, l'ont complètement oublié. Ça fait 25 ans que ses 2 frères ne l'ont pas contacté. En fait, ils n'ont fait aucun effort pour l'aider, que ce soit financièrement ou même en lui écrivant, ce qui aurait grandement pu l'aider. Il n'a été soutenu par personne. Il n'y a que moi qui suis en contact avec lui aujourd'hui. J'ai pris contact avec lui en 2013 ou 2014. Et je remercie Dieu d'avoir guidé mon cœur pour le contacter. Je savais qu'il était en prison, mais j'ignorais qu'il était dans le couloir de la mort. Je lui ai écrit une lettre d'1 page. Et il m'a répondu très peu de temps après. On est en contact depuis environ 4 ans. Avez-vous eu de l'amusement aujourd'hui? Quand on est entré dans sa vie, il a dit « J'espère que vous serez toujours présent ». Car en général, les gens viennent et puis au bout d'1 mois ou 2, on ne les revoit plus. 1 an plus tard, il m'a écrit une lettre qui disait « Maintenant, je suis rassuré, car je sais que vous ne m'abandonnerez jamais ». Les cartes qu'il a envoyées en disent long. Celles-ci sont toutes de James. Ça, c'est une carte qu'il a écrite à ma femme, Naomi, qu'il appelle 6. Il écrit « Je tiens à vous remercier pour la façon extraordinaire dont vous élevez vos 3 adorables enfants, pour les sacrifices que vous avez faits, car vous êtes une mère aimante et protectrice. »
Avant, il terminait en disant « À plus, Jimmy ». Et cette fois-ci, il a écrit « Je t'aime, frangin ». Avant, il écrivait « Je t'aime, Darrell », et maintenant, il écrit « Que Dieu fasse toujours briller la lumière en vous. Je vous aime, les gars ». C'est comme si son cœur endurci s'était adouci. Je pense que l'amour qu'on lui a manifesté, chose qu'il n'avait jamais connue avant, lui a changé sa vie. Depuis qu'on a pris contact avec lui, il dit souvent « Je n'ai jamais eu de famille auparavant. Je n'ai jamais aimé et personne ne m'a aimé. Je n'ai jamais vécu, j'ai juste existé. » Vous vous rendez compte? Il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais connu de femme. Il n'a jamais envisagé d'avoir des enfants. Il ne s'est jamais marié. C'est comme s'il avait vécu dans un autre monde. Si je pense que c'est une vie gâchée, oui, c'est une vie gâchée. Et je pense que tout a commencé dès son plus jeune âge. Il y a des parents qui aiment leurs enfants plus que tout au monde, mais ce n'était pas le cas de ses parents à lui. Il a vécu une enfance difficile. Il a été incarcéré dès l'âge de 17 ans. Quand il est né, il n'était pas un monstre. C'est simplement qu'il n'a reçu aucun amour. Je ne sais pas encore la date de son exécution, c'est l'État de Floride qui va la fixer. J'ai essayé de le convaincre de sortir du couloir de la mort, pour qu'on puisse lui consacrer plus de temps. Mais c'est égoïste de ma part de lui demander ça, car elle préfère être exécutée plutôt que de passer encore 40 ans en prison. Je serai présent ce jour-là, absolument. Il aura besoin de moi. J'y ai déjà réfléchi. Je préférerais pas, mais je sais que lui en aura besoin. Il m'a dit que je n'étais pas obligé, mais je sais que pour lui, c'est important que je sois présent. Je ne trouve pas les mots pour dire ce que je ressens de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à moi. Ça me fait du bien. En sachant ça, je n'ai plus envie de m'attirer d'ennui maintenant. Je ne veux pas perdre mes privilèges, notamment celui de le voir, vous comprenez? Et c'est ça qui me motive. Je me sens triste quand je les vois partir. J'assume l'entière responsabilité pour ce que j'ai fait. Et j'accepte l'idée de devoir rester en prison jusqu'à la fin de mes jours. Vous comprenez? C'est inutile que je sois en colère. Avant, je me sentais aigri, mais plus maintenant. J'avais tendance à faire porter la responsabilité de mes actes aux autres. Mais aujourd'hui, je ne fais plus ça. J'assume ce que j'ai fait. Et par principe, je dois assumer les conséquences de mes actes. Je déteste entendre les gens se plaindre tout le temps et faire porter tous leurs problèmes aux autres.
La vie n'est pas toujours juste. Les gens disent toujours que la vie est injuste, ils se plaignent toujours, mais personne n'a dit que la vie serait juste un jour. Il n'y a personne là-haut, aucun Dieu qui nous a dit qu'un jour la vie serait juste. On doit juste l'accepter, c'est tout. On veut toujours rendre le monde meilleur, mais on sait que rien n'est parfait. J'aimerais juste que les gardiens rendent ce système un peu plus humain, que tous les détenus aient au moins le droit de sortir. C'est le fait d'avoir passé toutes ces années en isolement qui m'a détraqué. Je suis prêt à partir, je n'ai pas fait appel, tu vois. Aujourd'hui, je suis prêt à mourir, tu vois. La dernière fois, vous m'avez demandé comment vous vous sentirez dans 2 ans. Mais aujourd'hui, je suis prêt. C'est terminé maintenant, j'ai purgé ma peine. C'est comme si on allait me transférer ailleurs, c'est terminé pour moi. Vous ne me croyez pas ? La liste de ceux qui sont dans le couloir de la mort est longue. Il doit y en avoir une centaine qui attendent ici. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Peu de temps peut-être, je sais pas. Je connais toute la procédure, je sais ce qui m'attend. On vient vous chercher. On vous met un truc autour des bras pour éviter que vous vous débattiez, même si c'est un truc que je ne ferai pas, c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est sûrement pour le côté théâtral. On vous bâillonne comme si on était Hannibal Lecter, dans Le Silence des agneaux. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est pas un problème pour moi. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vous enfoncent une fichue aiguille. Mais je préfère être exécuté avec une aiguille plutôt que d'être électrocuté. Mais les deux, ça me va. Vous savez, tous ces trucs qu'on lit dans les journaux, le côté inhumain et ce genre de trucs, tout ça, tu vois, c'est de la foutaise. On vous injecte une piqûre avec un truc chimique qui vous assomme et vous fait dormir. On ne sent rien en fait. J'ai une dernière question. Si vous pouviez faire passer un message ou quelque chose à dire pour qu'on se souvienne de vous, vous diriez quoi? Je suis quelqu'un qui dit toujours la vérité. Vous comprenez?